RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons nous intéresser à l'écriture inclusive et plus largement au langage inclusif. Quels sont ces enjeux ces enjeux pour la société et pour la langue française? Et pour ce faire, aujourd'hui, avec moi, il y a Inès, représentante de l'association Nous Toutes 54. C'est ça, bonjour. Bonjour Inès, bienvenue à Merci. RCN. Il y a Ruby, qui est non-binaire et originaire de Nancy. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue Ruby. Alors on est aussi par Skype avec Claude Bert, écrivaine, poète, essayiste et autrice dramatique. Est-ce que je vous ai bien présenté, Claude? Ça suffit largement. Très bien. Dans notre temps, je suis un peu linguiste, donc c'est pour ça que j'interviendrai. Exactement, vous intervenez aussi en qualité de linguiste aujourd'hui. Il y a aussi avec nous en visio Éléonore de Beaumont, qui est doctorante à l'Université de Lorraine, spécialiste du genre grammatical et qui intervient depuis Istanbul en Turquie. Bonjour. Bonjour et bienvenue Éléonore. Et nous sommes aussi en insert téléphonique avec Sophie Loiseau, qui est poète. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Dans quelques minutes, il y aura Neige, qui est non-binaire et originaire de Nancy, qui nous rejoindra également sur le plateau. Et j'aimerais commencer par cette question. Pour vous, que représente l'écriture inclusive? On va commencer par vous, Sophie Loiseau. Eh bien, déjà, dans un premier temps, au terme écriture inclusive, qui a été breveté par Raphaël Haddad en 2016, ce qui n'ôte rien à toutes les pratiques discursives et réfléchies et tentées bien avant par les féministes. Je veux dire qu'il est breveté. Alors, plutôt qu'inclusive, moi, je préfère dire écriture explicite, puisqu'elle sort, en fait, le féminin de l'implicite, où il était maintenu jusque-là. Donc, seul le contexte permettait de déceler le féminin sous le masculin. J'ai toujours pensé le féminin non pas comme exclu, mais comme caché à la vue, à la langue elle-même, voire écrasé, fondu dans le grand tout masculin. Et l'en sortir était tout l'enjeu de la trilogie de Diane, donc ma trilogie féministe. Mais cette réflexion sur la visibilité du féminin dans la langue a pris forme avec la préécriture de la Nubette en 2001. Mon tout premier essai de pluriel équitable, en fait, se trouve à la fin du livre quand je dis que chacune ici en soit remercié eux. I et le slash, la barre, e. Alors, donc pour résumer votre propos, Sophie, vous travaillez depuis presque 20 ans sur ces questions. Vous êtes une vraie précurseuse, notamment avec vos ouvrages dans la trilogie du mythe de Diane, donc La Femme lit, le roman de Diane et enfin Caudal. Vous parlez, vous, en termes donc d'écriture explicite, car pour vous, le féminin n'est pas exclu, mais plutôt caché, et vous préférez les termes al au terme yel, vous préférez la barre au point médian. Pourquoi ces choix? Alors, quand je parle d'écriture explicite, je l'appelle le pluriel équitable, en fait, plutôt. Pourquoi ce choix? Parce qu'il me semble que la barre restitue vraiment la plus grande égalité qui soit, de part et d'autre des termes. Alors, pour al, alors A, A-L, S, donc pour il et elle, pour moi ça en dit plus long que yel, enfin al, A-L, et puis al, A-L-S, ça en dit plus long. Fusionner il et elle, donc j'ai fait ça en 2007, au moment de l'écriture du roman de Diane, j'avais bricolé aussi un hybride. Pour moi c'est pas pareil qu'on a inventé un vrai neutre et ne répond pas à la question linguistique de la transidentité. Neutraliser le genre au pluriel, quand cela s'impose, quand le masculin menace de tout recouvrir, permet pour moi la coexistence dans la langue non seulement du féminin masculin, mais aussi du transgenre. On pourrait dire que al poète, ce serait la fin du fin de la fluidité queer. Mais bon, yel, c'est une base de travail, et le fait que petit Robert le ressent, c'est plutôt réjouissant. Mais pour ce qui est du neutre il, dont j'ai interrogé l'arbitraire dans La Femme lit, m'essayant à des expériences de substitution, elle à la place de il, pour me déshabituer, eh bien, elle, en fait, son visage
est décidément trop sexué. Et en revanche, al convient, je trouve. Vous utilisez par exemple, pour parler d'une femme à qui vous léchez les yeux, au lieu une petite fille, c'est une petite fille qui a du sel, voilà, la mère lui a mis du sel dans les cils. Exactement. Ouais. Au lieu de dire je lui la lèche, vous dites je la lèche. Voilà, je le fais, l'écriture le fait, lécher Nina aux yeux pour adoucir le sel. Oui, c'est ça. Alors on va revenir un peu sur la place du poète, de l'écrivain dans ce débat. D'abord, je vais donner la parole à Claude Bert. Donc dans votre tribune, Claude Bert, qui s'intitule Mais que font le genre et la langue à la poésie, vous expliquez que le genre sexuel et le genre dans la langue sont distincts. Vous évoquez le « e » final et aussi l'arbitraire qui confère au féminin des attributs masculins tels que la verge, je vous cite, la couille, la barbe, et à une virilité tout aussi fémininement genrée que le sein, le vagin, le clitoris sont masculinement. Est-ce que je peux vous laisser vous expliquer sur ces propos ? Oui, alors, d'abord, je vais faire un chapeau. Ce qui permettra simple, c'est que si on me demande de quel genre je suis, je vais dire je suis du genre poétique. C'est-à-dire du genre un peu rebelle. Alors, serais-je de toute façon gender fluide ou queer, pourquoi pas si vous voulez, ça n'en pas mon rapport à l'occurrence à l'écriture. Mais que, étant du genre poétique, ma position de fond, c'est que la langue, de toute façon, et ça, c'est le propos de linguiste tout à l'heure, mais en tant qu'écrivaine et en tant que poète, la langue bouge sans cesse, elle accepte des mots, elle en rejette, elle est tout le temps en mouvement. Quand vous lisez Agege, homme de parole, etc., la langue est en mouvement. Et elle répond aux besoins des usagers, elle appartient à tout le monde. Personne n'a à légiférer dans la langue. Donc, les usagers, là, on vient d'entendre Sophie, oui, Sophie, donc je connais bien l'œuvre. Bon, elle tente des choses, elle essaie des choses, elle introduit une créativité, etc. On entendra quelqu'un qui dit, ben tiens, il y a une autre production qui arrive, c'est Yel. Bon, eh bien, il y en aura d'autres encore. C'est-à-dire que après, ce qu'on peut et c'est bien, la langue est le lieu d'une créativité. Bon, d'une créativité, je préfère toujours la créativité et la création à, disons, l'instrumentalisation de la langue, ou encore pire, à ce qu'on légifère sur la langue. On n'a pas à légiférer sur la langue. Ça a été fait en mars dernier à l'Assemblée nationale. On n'a pas à légiférer. L'Académie française, par exemple, se contente en général d'entériner les usages, ou de temps en temps. Bon, ce sont les locuteurs et locutrices dans leur totalité, c'est-à-dire tous ceux qui parlent français, c'est-à-dire 67 millions de personnes, plus toutes les personnes, alors je n'ai pas le chiffre, c'est vrai que je ne l'ai pas donné, qui parlent français hors de France. Oui, au Canada, en Afrique de l'Ouest, par exemple, en Belgique. Par des langages vernaculaires, etc., où l'on même profondément modifié. Regardez le créole, qui est le fils, ou la fille, comme vous voulez. La fille, si on pense au mot langue, la fille, si on pense au mot parole, au mot langage, peu importe, la langue. Et en créer une autre langue exactement comme le français, la fille du latin. Voilà, tout simplement. Et donc tout ça avec modification. Et ces modifications, j'allais dire, sont populaires. Et j'entends par populaire concernant tout le peuple. Voilà. Et cela, faites plutôt que concernant, faites par tout le peuple. Alors, ça... Donc, de ce point de vue-là, qu'on n'attende pas de ma part le moindre cri, si vous voulez, devant l'introduction de Yel ou devant l'attente. En aucun cas. Je pense que ça répond à des choses, si vous voulez, je suis un peu longue, mais sinon on ne comprend pas ce que je veux dire. Un peu, si vous voulez, d'abord à une nécessité sociale, parce que les femmes sont invisibles, de visibilité sociale. Tout simplement parce que depuis des siècles, les femmes sont invisibilisées, tant dans leur art que dans leur écriture. Depuis la fin du XXe siècle, elles émergent dans ces champs de la littérature et de la création. Elles émergent aussi dans le champ social, tout simplement, avec des droits à partir de 1945, c'est dire si c'est tardif en France, du moins. Et il y a donc ce besoin de visibilité dans la langue. Ce besoin de visibilité est allé linguistiquement cette fois, donc je le comprends très très bien. C'est la réponse de la bergère au berger. Non seulement je le comprends, mais je ne peux pas le désapprouver. Je suis moi-même en aucun cas.
C'est impossible, d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique, par ma propre pratique de femme, qui a très bien rencontré aussi cette question de l'invisibilité. Donc, cela dit, ça va avec des confusions linguistiques totales. C'est-à-dire que ça va avec le fait, par exemple, on a dit tout à l'heure, vous avez cité la virilité, la couille, et bon, c'est vrai. En reprenant vos termes, hein, bien sûr, dans votre tribune. Et les mots qui désignent le sexe féminin sont tous les éléments du sexe féminin sont tous masculins. Donc la langue est arbitraire. Je crois qu'il faut revenir là, hein, fondamentalement à Saussure. Elle est collective, coercitive et arbitraire. Donc, ou bien par exemple le E comme signe du féminin. En français, il est le signe du féminin de l'adjectif, bien sûr, mais il n'est pas le signe du féminin. Tous les noms tous les noms en valeur, en IT, tous les noms en heure sont du féminin. La liberté, l'égalité, la fraternité, auquel on préfère la delphité maintenant, etc., j'en passe des meilleurs. Tous les IT sont féminins. Tous les heures sont féminins. Hein, la valeur, la chaleur, etc. Je ne vais pas citer de dictionnaire. Tous les on sont féminins. La chanson, la maison, etc. Et ils ne terminent pas par eux. Et de même, beaucoup de noms à eux, depuis le merle jusqu'au théorème, se terminent par eux, ils sont masculins. Et vous avez même cette chose marrante, la sentinelle, c'est un homme en général, bon, du moins dans la tradition c'était un homme, c'est féminin. Donc je veux dire, il y a cette idée qu'il y a une sorte alors vous me direz, ce sont des notions, ou ce sont des objets, la maison un objet, la liberté une notion, ce ne sont pas des personnes. Alors, c'est tout à fait exact. Le problème, c'est que c'est développer un discours éminemment misogyne. Vous le voyez, c'est Vaugelas. Oui, c'est chez Bosé aussi, en 1767. Avec ce discours qui s'est répandu dès l'école primaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Il n'emporte rien du tout. Il était au départ, il portait le féminin, le neutre. Et pourquoi le masculin portait le neutre? Pas parce qu'il y a une méchante bête qui a dit les femmes, il faut pas les mettre. Pas du tout. C'est parce que les terminaisons en M et en S du latin sont tombées et que du fait que les terminaisons devenaient les mêmes, il n'y a eu plus qu'un seul genre. Alors, c'est tout. Alors, il n'y a pas là d'intentionnalité. En revanche, vous avez, alors je cite le 17e, si c'est de Vaugelas, mais aussi la Bébour, etc., un discours d'une misogynie effrayante qui a remporté ce porte, le masculin qui était normalement, que vous retrouvez chez Grévis, mais qui s'est répandu partout, et surtout au 19e siècle, qui est un siècle éminemment, peut-être le plus misogyne des siècles de l'histoire, du moins dans la nôtre. Alors, Claude, on y reviendra. Hein. Je me permets de vous interrompre juste. On y reviendra sur ces questions-là. Mais d'abord, j'avais envie de demander à Inès, quelle est la place du féminisme dans ce débat sur l'écriture inclusive? En fait, c'est important de dire que la langue et la pensée en fait s'auto-influencent. Et à partir du moment où on enlève les mots pour penser le féminin, Claude le disait très bien, hein, on n'a pas les mots pour penser les femmes. Et la langue montre bien le contexte socio-culturel de son époque, d'où l'inclusivité maintenant qu'on essaye de mettre en place. Et je vais rebondir en fait sur ces propos par rapport au XVIIe siècle. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à utiliser des termes même pour féminiser les métiers. On disait une philosophesse, on disait une poétesse, et ça a jamais été une problématique. À partir du moment, ça a jamais été une problématique jusqu'au moment où Dominique Boos qui avait dit au 18e, lorsque deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Et donc, du coup, ça avait été repris un siècle plus tard par Nicolas Bosé qui disait « Le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Et donc, du coup, c'est suite à ça, en fait, qu'on a vraiment retiré et que il y a plein en fait, on s'est entaché à retirer tous les mots qui pouvaient qualifier autrice, par exactement, exemple. Qui étaient liés à des métiers nobles. Et c'est très marrant de voir à quel point l'Académie française peut s'offusquer de choses qui au final sont juste représentatives de notre société, puisque genre Maurice Druon qui il y a une quinzaine d'années, il y avait des ministres femmes qui demandaient à ce qu'on les appelle Madame la ministre, et il s'est exulté en disant mais c'est affreux, c'est contraire à la langue française, le masculin est neutre donc c'est Madame le ministre. Alors que quand on regarde dans les livres de vocabulaire et qu'on regarde les ancêtres de monsieur Maurice Druon dans les années 20, c'était les mêmes personnes qui s'offusquaient
offusqué pour exactement l'inverse, parce qu'il y avait des femmes avocates qui faisaient des cartes de visite en se représentant comme Madame l'avocat. Et en fait, les réactionnaires disaient que, encore une fois, c'était contraire à la langue française, mais alors que finalement, ça montre bien qu'il n'y a pas de règle, en fait. L'Académie française est censée reprendre ce que l'usage quotidien et populaire, comme disait Madame Claude, en fait. Très bien. Alors, on parle d'usage et cette notion d'usage va revenir, je pense, très souvent dans ce débat. Avant, je voulais donner la parole à Éléonore de Beaumont, vous qui enseignez le genre grammatical. Vous avez fait un constat lors de votre enquête. Les élèves turcophones trouvent majoritairement, voire même très majoritairement, la langue française sexiste. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la langue française est sexiste? Alors, c'est une question compliquée. Je pense que c'est pas possible d'affirmer ce genre de choses sur la langue, mais plutôt bien sûr sur les pratiques langagières et la façon dont on utilise la langue. Par contre, en effet, ce qui est intéressant, c'est ce discours chez mes élèves turcophones qui apprennent le français et dont en fait leur langue première n'a pas de genre. En turc, il n'y a pas de genre grammatical. C'est-à-dire que, par exemple, là où en français, on a il et elle comme pronom de la troisième personne du singulier, en turc, on a un seul pronom, le pronom o, qui est donc neutre puisqu'il permet de désigner une personne, quelle que soit son identité de genre, que ce soit un homme, une femme, une personne non-binaire, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les turcophones, en apprenant le français, sont en fait assez étonnés et voire choqués par le système de notre langue. Donc, il y a cette idée que la langue française serait sexiste. Il y a aussi l'idée que le genre grammatical est inutile. Parce que, donc, évidemment, pour les turcophones qui n'ont pas ça dans leur langue première, il y en a beaucoup qui me disent à quoi ça sert de toujours préciser si la personne dont on parle est un homme ou une femme. En fait, très souvent, dans nos discours, c'est une information qui est inutile. Donc, voilà. Très bien. Neige, Ruby, vous qui êtes non-binaire, que représente l'usage et l'apparition même de plus en plus... pour l'instant, on n'est pas sur une hégémonie de l'écriture inclusive, mais il y a une représentation qu'on voit de plus en plus fréquente chez les députés, etc. Qu'est-ce que ça représente pour vous au quotidien? Pour moi, c'est vraiment bien parce que ça me permet une espèce de reconnaissance. Même si rajouter un E en soi, ça fait masculin et féminin, il n'y a pas vraiment de neutralité. Je pense pas que ce soit vraiment possible, ou alors faudrait vraiment réinventer la langue. Mais même ça fait du bien. Ruby? Oui, ça donne un chouïa de plus de légitimité. C'est pas... Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'actuellement, ça attise le débat. Et tu m'as fait écouter l'émission de la semaine dernière. Et la partie 1 sur l'écriture inclusive. Et la première partie a été hyper violente pour moi parce que, voilà, moi, je le vois d'un œil quand même positif. Ça me fait du bien. Ça me fait dire que, voilà, j'ai le droit de revendiquer aussi qu'on m'appelle IL. Mais bon, voilà, je sais que ça se fera pas sans... voilà, c'est que le tout début d'une évolution, en fait. Sophie Loiseau, quel est le rôle des poètes dans ce débat sur l'écriture inclusive? Moi, je pense que... Moi, je peux parler vraiment que pour que personnellement. Je crois que c'était un besoin de réparation personnelle. Tout d'un coup, en écrivant, j'ai senti qu'il y avait effectivement une telle injustice qu'il me fallait dénoncer par l'absurde au besoin et rétablir par des faits d'écriture. Ce que j'ai appelé grammatisation, c'était d'abord l'idée de tout renverser pour voir. On est sur l'arbitraire du signe, évidemment, et donc c'était pour voir si on mettait elle à la place de il neutre, qu'est-ce qu'on obtenait, si on faisait que le féminin l'emporte sur le masculin, qu'est-ce que ça donnait. C'était plutôt des expériences comme ça, et c'était très surprenant, très beau aussi, et complètement absurde, mais pas plus finalement que ne l'était le masculin qui l'emporte sur le féminin. Voilà, c'était une sorte de revanche. Donc j'ai voulu outrer un peu le principe et dénoncer par là même
l'absurdité aussi, voilà, de ce féminin, de ce masculin qui l'emporte au féminin. Puis après, les choses se sont un petit peu plus affinées et il manquait toujours, de toute façon, il manquait un neutre qui pouvait représenter donc à la fois le masculin, le féminin et les personnes non binaires. Il manquait de toute façon quelque chose. Donc le hal était pas mal, AL, et du coup j'en ai fait aussi un pluriel qui faisait donc il, elle, et puis voilà, je trouvais que c'était pas mal. J'en ai fait usage parce que la poésie c'est ça en fait. La poésie on est quand même dans le vivant, on est comme dit Claude, hein, on est dans voilà, on crée, c'est un laboratoire mais en même temps branché constamment sur le vivant. Et donc j'ai mis ça en pratique dans différents livres, notamment le roman de Diane, hein, qui est un petit roman où j'expérimentais donc le neutre féminin entre parenthèses. Et puis là, le dernier livre qui sortira au Castor Astral, qui s'appelle Les Épines Rouges. Là, je mets vraiment le hal en scène dans la dernière partie pour voir ce que ça donne. Voilà. Et en fait, dès que j'ai fini un peu de travailler ça avec la trilogie, pour moi, c'était réglé. Et quand j'ai vu après que le monde, enfin que les linguistes, que les universitaires, que après les médias s'emparaient de tout ça, je me suis sentie à la fois flouée, moi, qui travaillais personnellement dans mon petit labo perso, complètement dans l'incognito, et en même temps fière et contente que les choses, voilà, bougent, quoi. Voilà. Je rappelle que vous travaillez sur ces questions depuis quasiment 20 ans aujourd'hui. Oui, mais de façon un peu dans l'incognito, au sorti de la poésie. Alors, Claude Bert, vous avez cité tout à l'heure les grammairiens que sont Bosé, Vaugelas. Concernant l'écriture inclusive, dans votre tribune, vous dites que linguistiquement, elle est fausse et langagièrement, elle est difficilement praticable car elle risque davantage de compliquer et d'obscurcir le message que d'éclaircir les idées. Oui. Au sens où, si vous voulez, la langue, linguistiquement, quand on observe une langue, c'est vrai qu'elle va toujours plutôt vers le plus simple que vers le plus compliqué. Bon, et c'est une tendance. S'il y a une linguiste ici, elle ne dira pas le contraire. On a une tendance. Donc, on se sait la tendance des langues. Alors maintenant, moi, vous ne me ferez jamais dire le masculin l'emporte. Hein. Déjà, je trouve qu'on devrait déjà rectifier la règle de grammaire. Il le porte. Le neutre, historiquement, il l'emporte pas. Mais enfin bon, c'est rentré dans les mentalités. Le problème, c'est qu'on prend une chose à un état donné. Là, j'ai fait un petit rappel linguistique qui me permet de dire non, que la langue française, on ne peut pas la nommer sexiste. Sexiste, sur les pratiques qui sont sexistes, ce qui est tout à fait différent. La langue, c'est une chose, les pratiques sont une autre. Bon, et puis je dirais quand même une petite chose politiquement, parce que j'écris quand même j'ai quand même des positions politiques fermes. Fermes, je veux dire, d'un point de vue du féminisme, c'est ça que je voulais signifier. Et d'autres points de vue aussi, d'ailleurs. Bon, mais il est clair que écoutez, je veux bien qu'en Turquie, il y ait un neutre, ou par exemple le hongrois aussi, c'est un neutre. Je ne sais pas si la condition des femmes en est beaucoup plus libre pour autant. Ouais. En allemand, il y a der, die, das, c'est-à-dire masculin, féminin et neutre, et que les Allemandes ont été sévèrement assignées au Kinderkirche, je traduis, l'église, les enfants, la cuisine. Et que donc, si vous voulez, le poids de la langue dans l'asservissement des femmes me paraît moindre que l'appropriation, je dirais, des outils, qu'ils soient abstraits ou qu'ils soient concrets, de pouvoir. Alors, voilà. Je vais laisser Inès répondre. Je pense que ça a quand même un rôle. Je suis venue avec pas mal d'études qui montrent que quand la femme, en fait il y a, par exemple dans des propositions d'emploi, qu'il y a de l'écriture inclusive, les femmes postulent plus facilement parce qu'en fait elles se sentent représentées. Mais ça c'est juste par exemple un petit truc, mais j'ai vu aussi des études de National Academy of Science de 2007, le Journal of Psycholinguistic Research de 2011, qui explique que en fait que dans la pratique sociale, quand il y a du neutre et quand l'écriture est un peu plus genrée comme en français ou en espagnol où c'est encore plus fort par rapport à nous, ça a des conséquences dans la société et sur le sexisme. Je dis pas que c'est juste le langage, évidemment c'est pas le cas. Il y a plein de choses, le patriarcat est ancré de multiples manières, mais la langue en fait partie. Et dans ces études-là, ça montre que ce soit dans les conseils régionaux jusqu'à la répartition des tâches ménagères dans ces pays-là, c'est aussi influencé par la langue. Alors, Claude, juste avant de vous donner la parole, c'est vrai que je l'ai
peut-être pas, j'ai peut-être tronqué votre citation. À la suite, vous disiez, et même si les propositions de féminisation du français ne sont pas la nouvelle langue d'Orwell, dont le but est d'imposer une langue qui efface toute histoire, élimine la complexité pour empêcher la pensée, son spectre hante toute ingérence de l'idéologie dans la langue. Tout ceci nous rappelle surtout que parler n'est jamais innocent. Une langue porte des cicatrices, des marques, du politique et de l'histoire. Faut-il effacer les traces de l'histoire ou plutôt les éclairer? C'était la suite de votre propos, Claude. Voilà, c'est, si vous voulez, je peux pas être, si vous voulez, entre guillemets, je joue un peu le rôle de l'avocat du diable, quelque part, de l'avocat de la langue. Mais franchement, je pense que c'est plutôt la langue qui traduit le social que la langue qui impose. Bon, après, c'est un système de beaucoup d'asservissement. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'après la société effectivement misogyne utilise ce fait de langue à qui mieux. Donc je ne peux en aucun cas, je ne suis en aucune manière, et c'est la conclusion de mon article, vous l'avez vu, je ne peux être opposé ou poussé, je sais pas moi, comme des cris d'orfraie, comme on entend parfois, sur soudain on écorche la langue parce que on y fait de l'invention. Non, la langue a toujours fait pour être sans cesse inventée par les usagers. Donc je veux bien, mais c'est vrai aussi que les meilleures intentions, parfois l'enfer en est pavé, pour citer Pascal. Donc, je veux dire que l'instrumentalisation de la langue, elle peut être, là, elle est dans une visée tout à fait émancipatrice, dirais-je. Donc, je ne peux que l'approuver. Mais l'instrumentalisation de la langue peut aller dans n'importe quel sens. Donc, c'est pour ça que je soulignais cette réserve en disant attention, pas attention, bon, je ne pas le mot, mais soyons conscients aussi que l'instrumentalisation de la langue n'est pas quelque chose de neutre. Et que de comme ça, bon. Alors, maintenant, à partir du moment où des personnes se sentent mieux représentées, se sentent plus présentes, se sentent, comme a dit Yel tout à l'heure, reconnues par l'usage de pronoms inventés à l'ouïel, par même le qui bon, admettons, bon, dans les noms de métiers, c'est une évidence, Bon, mais encore que, en français, l'article suffit, en général, à marquer le féminin. Et vous voyez bien que les usagers, il y a longtemps que les élèves disaient la prof. Ils ne mettaient pas de la professeure. La nécessité du E, les mots en heure, n'ont pas besoin de E, la valeur. Vous dites pas la valeur Bon, alors on préfère dire la professeure, on va préférer dire l'autrice, on va préférer dire... Moi, je dis la poète. Après tout, poéta, en latin, c'est du féminin. Non, et parce que poétesse a une connotation un peu vieillie. Que Sophie Loiseau partage d'ailleurs cette connotation du mot poétesse. Voilà, un peu vieillie. Non, mais il y a d'autres collègues poètes qui vont dire, moi je veux au contraire redonner vie à ce... Et je n'ai pas dit, comment dire, il me serait impensable de légiférer dans ce domaine-là. C'est la liberté des locuteurs. Et ça exprime aussi leurs besoins. Ça exprime aussi à un moment donné... Parce que le rapport à la langue est un rapport social, mais c'est aussi un rapport intime. Je veux dire, cette langue maternelle est perçue parfois par plusieurs comme marâtre, si je puis me permettre ce jeu de mots. Bon, moi, je m'y suis senti bien dans la langue. Mais j'écris, quand je mets jeu, il m'arrive d'accorder au féminin, d'accorder au masculin, d'abord parce qu'on n'est pas genré dans toutes les situations. Il m'arrive d'utiliser le on neutre, qui peut être un on pluriel ou un on singulier. En revanche, par exemple, dans les écrits administratifs, bon, j'ai eu d'autres fonctions, sous mon patronyme, Claude Bert et mon pseudonyme d'écrivain, j'ai eu d'autres fonctions, donc on va les laisser de côté. J'étais agrégé de un parcours lettres et philosophie, etc. Je laisse de côté. J'enseignais donc, je veux dire, mais dans tout ce qui est le courrier, j'utilise l'inclusive, point ES, etc. Bien évidemment. Dans l'écriture, le point E, par exemple, c'était AES, autant Sophie a expérimenté dans ce domaine, autant moi je n'ai pas expérimenté comme ça. Mais je change, d'accord. Ça peut parfaitement m'arriver d'écrire jeu au masculin, d'écrire jeu au féminin. Exactement, en tant qu'autrice, c'est aussi votre laboratoire de tester voilà, de nouveaux genres. Je ne peux pas dire que je ne me sois pas senti, donc c'est personnel, représenté dans la langue. C'est mon rapport intime. Je ne peux pas dire que dans cette langue française, je me sois senti, je suis germaniste par ailleurs, je l'ai lu, je l'ai dit tout à l'heure, pardon. Donc, je m'exprimant en allemand ou m'exprimant en français, je ne suis pas si davantage représenté parce qu'il y a du neutre en allemand que dans la langue française, par exemple. Bon, mais c'est mon expérience intime et je ne peux pas faire de cette expérience intime soudain une loi générale ou je ne sais quelle dictature arbitraire sur je ne sais qui.
Alors, pour ce qui est de mes propres expérimentations, dans mon écriture, je pense au dernier texte, il y a des choses que non, je pense, on n'est pas sur le type d'expérimentation dont parlait Sophie. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui prioritairement me requiert. Dans l'usage social, je vais utiliser l'inclusive.es, etc. Si le pronom yel correspond pour certains à une sensation d'être reconnu, comme ça a été dit tout à l'heure, d'être moins éliminé de l'existence sociale, d'abord il faut des droits. C'est la première chose à conquérir. Oui, la première chose à conquérir, ce sont des droits. Même devoir, même droit pour tout le monde. Voilà. La deuxième, de pouvoir changer, par exemple, l'introduction, effectivement, du neutre. Moi, je ne m'en servirai pas, par exemple. Mais du neutre, je cocherai peut-être masculin et féminin. Je cocherai peut-être les deux. Qui sait? Bon, et non pas qui sait, mais ça correspondrait mieux, etc. Mais par exemple, dans les documents administratifs. Enfin, tout ça, je considère qu'à partir du moment où ça correspond chez des locuteurs et locutrices à un besoin, mais quand j'ai dit que ça complexifie la langue, c'est que le problème, le système des accords en français est un système complexe. Et on va y revenir, Claude, juste après une petite pause, et on va parler justement de ces notions de genre, et ça tombe bien. On va écouter un morceau du groupe Clon qui s'appelle Nouveau genre sur RCN 90.7. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Clon, Nouveau genre, et on est là pour parler d'écriture inclusive. Quels sont ses enjeux pour la société et pour la langue française? On parlait tout à l'heure du sentiment d'exclusion et du manque de reconnaissance parfois que certaines personnes peuvent constater dans l'usage de la langue française. Est-ce que c'est le cas pour vous, par exemple, Ruby? Plus que d'exclusion, moi quand on me met genre, c'est plus de la dysphorie que je vais ressentir. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez violent. L'exclusion en fait partie aussi. Moi, par exemple, je sais que j'avais entamé un parcours psy avec une psychologue à qui, à un moment donné, je me sentais suffisamment en confiance pour lui demander de ne pas m'appeler madame. Et en plus, je signais tous mes mails MX. Et en fait, elle a décidé de ne plus me suivre et d'interrompre les soins. Quel scandale. À partir du moment où vous ne voulez plus qu'elle vous appelle madame. C'est ça. Juste le fait de demander à ne pas être mégenrée, elle a trouvé ça trop compliqué. Voilà. Non, elle n'était pas formée pour tout ça. Elle est formée à quoi? C'est une psy. Enfin, pardon, mais... voilà. Mais c'est qu'un exemple. Et donc, oui. Et là, du coup, je suis un peu en errance médicale et j'allais pas du tout la voir en plus pour ces problématiques. Quand on rentre dans un magasin, systématiquement, c'est les madames, tout le temps. Et voilà, donc, Yel, c'est un début, comme je disais tout à l'heure, et pour potentiellement, peut-être, progressivement dégenrer aussi le langage, parce que on parlait de langage sexiste, mais le français, c'est surtout une langue qui est très genrée. Très sexuée, ouais. Et même dans son usage, voilà, apprendre à ne pas présumer du genre de la personne tout de suite. Voilà. Peut-être c'est la même problématique pour vous, Neige? Oui, en effet, je suis au lycée et donc toujours appelée madame ou mademoiselle en particulier, et c'est très dérangeant, surtout le terme de mademoiselle qui, pour moi, vient d'une époque où la femme appartenait à son père avant d'appartenir à son mari et de pouvoir être appelée madame. Et rien que de demander à un professeur de ne plus m'appeler comme ça, c'est tout de suite ah, ça me dépasse. Mais tous ces termes, ils font du mal en fait un peu. Vraiment, on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas dans cette situation. Et là, on parle typiquement du passage de l'écrit à l'oral, parce que là aussi, il y a une forme de question à se poser. Comment retranscrire cette écriture inclusive de façon orale, au-delà des termes mademoiselle, madame, etc. Mais comment la faire entendre?
Oui, pardon. Inès. J'ose même pas imaginer quand il est question des personnes non binaires ou transgenres, mais déjà juste quand il est question des femmes, du coup les études dont je faisais mention tout à l'heure expliquaient que le masculin comme genre neutre n'est dans la pratique pas si mixte que ça, et dans les faits en fait on a plein de moyens qui, alors on parlait de la complexité d'utiliser des points. Pendant des années on a utilisé des parenthèses et ça a jamais été un problème. Maintenant qu'on met un point et qu'on explique les raisons, ça devient quelque chose de problématique, alors que ça ne gênait pas, et qu'au final la notion de parenthèse, si on a décidé de l'enlever, c'est parce que la parenthèse fait apparence à l'optionnel, pas forcément quoi, donc du coup c'était gênant quand il était question des femmes. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être proposées, comme les épicènes. Donc c'est des mots de vocabulaire qui n'ont pas de genre en fait, comme les personnes, les membres, par exemple le corps enseignant, qui permettent en fait à chacun de se sentir représenté dès qu'il est question de phrases quoi. En fait, si je vous dis par exemple juste les ouvriers indignés décidèrent de faire grève. Dans l'inconscient et dans notre imaginaire, on va tout de suite penser à des hommes qui sont dans une entreprise et qui sont multiples, alors que potentiellement, il y a un homme et il y a 1000 femmes dans ce qui concerne les ouvriers. Voilà pourquoi la nécessité aussi de faire attention à utiliser des épicènes, utiliser l'écriture inclusive, qui encore une fois ne représente pas que les points et la difficulté qui avait été mentionnée plus tôt. Sophie Loiseau, vous qui êtes poète, donc qui passez fréquemment de l'écrit à l'oral, quelles sont les limites de l'écriture et du langage inclusif? Alors d'abord, pour en revenir juste à ce que disait Inès à propos du point ou de la parenthèse, moi je trouve que la barre oblique, c'est vraiment, c'était pour moi la vraie réponse. Ouais, la vraie réponse, je trouve. Enfin voilà. Alors le problème effectivement, c'est l'oral, le passage à l'oral, l'oralisation du pluriel équitable. Alors moi je me suis un petit peu, enfin la poésie c'est ça aussi, je vous dis, c'est vraiment avoir toute la liberté possible d'inventer. Et par exemple moi j'utilise donc al et al avec un s. Je pense que al, pour le neutre absolu, pour qu'il n'y ait pas de différence. Comment dirais-je, qu'un genre ne prédomine pas sur l'autre, je pense que al, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Enfin, bon. Et quand on dit par exemple, elles sont émerveillées, comment faire passer donc l'écrit là à l'oral, parce qu'on entend que émerveillé et, ça serait donc elles sont émerveillées eux, donc prononciation outrée, un peu des tragédiens et des tragédiennes d'antan, mais ça permettrait qu'on entende bien le féminin à la fin. Donc elles sont émerveillées, pourquoi pas, je trouve ça plutôt rigolo. Après il y a des choses qui vont peut-être pas faire école, je veux dire, mais ça le poète, la poète, elles s'en fout un peu, je veux dire, elle s'essaie à des choses et ça peut être d'une extrême, ça peut être vraiment à l'avant-garde de tout, mais après qui s'en empare, ceux qui lisent la poésie, mais qui lit la poésie, quoi, je veux dire, vraiment dans les médias. Et ça tombe bien, vous introduisez bien mon propos suivant. Éléonore de Beaumont, qui fait la langue? Alors, on a beaucoup parlé notamment Claude, ce que vous disiez, Sophie aussi, du fait qu'on ne pouvait pas légiférer et que c'est les usagers, les usagères qui font la langue et qui font évoluer la langue, et de l'importance de la créativité. C'est vrai que moi, en tant que chercheuse sur l'enseignement du français, la question se pose aussi de manière un petit peu différente, parce que forcément, il s'agit d'enseigner la langue, et comment enseigner une langue qui est justement en évolution continuelle. Comment aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, gérer l'identité en fait des personnes à qui l'on s'adresse, lorsqu'on s'adresse à elles à travers une langue qui les genre inévitablement. Donc dans une salle de classe par exemple, où c'est un peu le même exemple que le cabinet de psy dont on parlait tout à l'heure, dans les interactions en fait on doit aussi continuellement être genré avec la langue française, ce qui n'est pas le cas donc dans d'autres langues comme le turc. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette question de l'enseignement de la langue, elle se pose peut-être de manière un petit peu différente avec le français langue étrangère, par rapport au français qu'on peut enseigner en France dans les écoles où voilà, il y a quand même l'institution. Avec le français langue étrangère, il y a peut-être plus de marge de liberté,
puisque l'objectif, c'est quand on apprend une langue étrangère, c'est pas simplement de communiquer de façon utilitaire, mais c'est aussi de pouvoir interagir avec autrui, avec des francophones, de pouvoir parler de soi, parler de sa propre identité. Et donc, apprendre une langue étrangère, ça a forcément des implications identitaires, en fait. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs choses intéressantes que je constate. C'est que d'une part, les élèves turcophones des universités à Istanbul et même des lycées croisent le langage inclusif, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment l'apprentissage du français langue étrangère ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur ces nouveaux usages, tout simplement parce que quand on apprend le français, en fait, on a beaucoup de chances de rencontrer ces formes-là, notamment sur les réseaux sociaux ou dans la communication avec des francophones. D'autre part, d'un point de vue didactique, ça a aussi un intérêt parce qu'on parlait tout à l'heure des noms de métiers. En fait, il y a une logique dans la langue qui a été malmenée par cette masculinisation, on va dire, par ces grammairiens misogynes dont on parlait tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, comment enseigner à des étrangers, à des étrangères, qu'on dit un acteur, une actrice, mais qu'on dit un auteur, une femme auteur, on ne sait pas trop. En fait, un acteur, une actrice, une auteure, une autrice. Pour des élèves, en fait, ça enseigner la logique du système est en fait beaucoup plus facile. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui m'ont dit mais comment on sait, parfois pour certaines professions il y a du féminin et parfois pour d'autres non, donc en fait on ne sait jamais ce qu'il faut utiliser. Donc finalement cette misogynie de nos usages crée de la complexité aussi dans l'enseignement. Est-ce que du coup ça relève d'un obstacle à l'apprentissage de la langue française pour vos élèves par exemple? Oui, indubitablement, c'est la première chose en fait que les élèves me disent avant même de me parler de sexisme, c'est la complexité que ça représente dans leur apprentissage, de devoir apprendre ce système. Bien sûr, concernant le genre des objets, on parlait tout à l'heure de la couille, le sein, etc. Ça, c'est typiquement des exemples aussi qui reviennent toujours dans la bouche des élèves qui me disent non mais le vagin, le féminisme aussi, c'est quelque chose qui les choque. La masculinité toxique. Ouais, exactement. Et puis, bien sûr, aussi pour les personnes, le simple fait de devoir en fait accorder au masculin ou au féminin, c'est quelque chose qui est omniprésent en fait dans notre système linguistique, que ce soit pour les déterminants, les adjectifs, le participe passé, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est bien sûr important dans l'apprentissage du français. Il y a d'ailleurs des élèves qui m'ont dit que souvent, des étudiants, des hommes, qui me disaient moi vraiment, j'apprends pas les formes féminines parce que c'est trop compliqué. Et du coup, je m'arrange pour essayer de ne jamais en utiliser. Donc on en arrive aussi à ce type de stratégie pour essayer d'éviter le féminin qui est perçu comme plus complexe, ce qui est sans doute lié à la façon dont on l'enseigne aussi. Parce que, puisqu'on enseigne le masculin comme étant plus général. Le genre neutre, finalement, qui prend la place du neutre. Et qui du coup est omniprésent en fait dans tous les exemples, dans tous les exercices. Il y a aussi ce problème-là en termes d'exposition, on va dire, à la langue. C'est qu'en classe, les exemples sont majoritairement masculins. Donc, le féminin est peut-être aussi plus difficile à acquérir à cause de notre manière de l'enseigner. Il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission. Claude Bert, vous qui avez aussi enseigné, que pensez-vous de ces questions d'accord au féminin et de tout ce dont Éléonore de Beaumont vient de nous faire part? Par langue? Non, mais écoutez, je vous réponds d'une manière un peu. Oui, c'est vrai. C'est un peu. En fait, les langues meurent, hein. Je veux dire, les langues meurent. Elles vivent, elles sont comme les organismes, c'est un organisme vivant. Quand il ne correspond plus aux besoins internationaux et nationaux, on va dire par là du groupe qui les parle, les langues meurent. Cela dit, quand on perd une langue, on perd. C'est ce que je vous citais tout à l'heure. Ce qui me gêne, moi, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a aussi de l'idéologique dans tout ce que nous disons quand même, et du politique.
à l'arrière. Moi, par exemple, je préfère la singularité à l'identitaire. J'ai une certaine méfiance devant pas méfiance, j'ai des réserves devant l'assignation identitaire. Donc, alors on me dit on m'assigne au masculin, au féminin, on va m'assigner maintenant au neutre. Il y a quelque chose, si vous voulez, politiquement, nous sommes dans une période totalement de l'identitaire. J'ai tendance à être plutôt du côté de Glissant et du tout monde, hein. Et donc, ce sont aussi des points de vue politiques. Mais j'ai aussi politiquement, au sens noble, le politique, je ne parle pas de la politique. J'ai aussi une vocation, si vous voulez, pas une vocation, un engagement émancipateur qui fait que je serais totalement absurde à un moment donné d'aller à l'encontre de besoins, je ne peux pas le faire. Il n'empêche que j'ai fait simplement des réserves, y compris politiques, je l'ai dit, d'un point de vue du politique, à l'égard de ce tout identitaire qui veut soudain que la langue reflète mon identitaire. Mais si chacun si vous voulez, s'exprime singulièrement, c'est pour ça que j'emploie le mot singulier dans la langue est commune. Et mon problème, c'est quand même ce commun de la langue. C'est-à-dire, un certain nombre de personnes disent, et avec justesse, je ne me sens pas représenté dans la langue. Mais doit-on être représenté dans la langue, en tant que sexe, en tant que personne, en tant que culture, en tant que science? Vous voyez bien qu'à un moment donné, ça pose une question sur ce qu'est le statut de la langue, ce qu'est une langue. Une langue, c'est un bien commun. Donc, c'est un commun. Et même dans l'écriture, alors vous me parlez quand vous écrivez. Quand j'écris, bien sûr que c'est en temps singulier, je vais me représenter singulièrement par ce qu'autrefois on appelait le style, que maintenant on appelle l'écriture, à l'intérieur de la langue, bien sûr. Mais parallèlement, c'est quand même du commun que je crée, ou que je tente de créer. Si un livre, une écriture, une parole, elle crée du commun entre les gens. Il n'y a pas de la division, elle est là pour créer du commun. Et la langue est commune. Donc ma réponse, quand je dis mais parlons anglais, on verra bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, c'est la singularité et le commun m'intéressent plus que l'identitaire et l'universalisme ou le communautarisme et l'universalisme dans leur débat depuis maintenant une vingtaine d'années. Et je pense que c'est une période de grosse mutation. Je ne dis pas et je ne pense pas que ce soit obligatoirement émancipateur. Ça peut être aussi assignataire. Donc, voilà pourquoi j'ai fait cette réserve en disant attention, l'instrumentalisation politique d'une langue est toujours ambivalente. Voilà, et au risque d'être ambivalente. Vous voyez que je nuance mes mots fortement. Mais il y a d'autre part, ma position émancipatrice fait que je ne peux pas dire, tant pis pour toi, hein, tu te sens pas. Mais ça me paraît une chose, pour moi, l'idée d'être représenté dans la langue, alors il faudrait qu'on me représente dans ma multiplicité identitaire, c'est-à-dire d'origine italienne, vaguement transgenre et quoi encore. Bon. Alors, je veux dire que l'identité n'est pas quelque chose de fixe et d'immobile, c'est quelque chose de complexe et de mouvant. En tout cas, Claude. C'est ça que je dis parlant anglais. Claude, on va. Juste, je termine ma phrase. Je vous en prie. La langue, peut-être que la création collective dont vous avez parlé aujourd'hui va modifier la langue et c'est parfait. La langue va modifier et s'adapter. Peut-être qu'elle n'y arrivera pas. Je ne sais pas. Auquel cas, on changera de langue. En tout cas, en attendant, on va se délecter quand même de la langue française parce que Sophie Loiseau a tenu à nous lire un texte poétique pour conclure cette émission. Sophie, je vous laisse la parole. Merci. Je vais vous lire quelques extraits de Caudal, qui est le dernier volet de la trilogie de Diane, paru en 2013 chez Flammarion, mais commencé d'écrire en 2008. Et ironie du sort, ce livre a reçu un prix de l'Académie française. Voilà, donc c'est quand même assez étonnant. Comme quoi. Parfois. Ouais. Peu de formes impersonnelles chez moi, l'écriture la plus subjective possible, le contraire aussi bien. 10 orifices, le 10e étant l'urètre. Toucher à la grammaire me devient naturel et dans la conversation. Le faisant, j'accentue le matériau, je ne pense qu'à ça. Impersonnelle, elle ne perd pas son sex appeal. Les rêveuses profondes, de jour, continuent leurs rêves, les yeux dessillés. Il y a des rêveurs parmi elles, grammairement indécelables. Ce procédé arbitraire de digestion du genre, sans rêveur quand bien même pour une seule. Retour à l'air, génitalité des arbres à châteaux et à glands. J'ai encore mûri mes orgasmes depuis Nina, repris mon périnée à mon compte. On est toujours trouvé... Au lieu aussi sûr soit-il désert, un homme se matérialise un engin. Substance de base, l'abeille entière, biographique. Conjugué à la première personne, rien d'audible.
que dans la chose écrite. Diane dort en chien, l'aude et ses notes, son sommeil. Existe une part, à soi, à sa langue étrangère dans la lecture que la haute randonne à voix haute. Son pouls bat vite à lire, si bien quel est-on le plaisir que j'en ai. Comme une halle de laurière, ça, cette forêt, elle y suit, c'est spacieuse, en pleine exfoliation du platane à Saint-Cloud. L'invention d'un neutre, il ne dériverait pas d'un des pronoms équivaudrait au it. Al fut un temps est une réponse motivée par rapport à la question de la prééminence du genre. Quel accord met, maître? Comment construit-elle sa singularité grammaticale? Comment face à une norme mâle de la langue? La langue la baigne, elle baigne ma fille. Ta moi et ma moi. Comment cela aussi dans l'échange quand je la désigne en disant toi c'est moi, c'est à moi, à toi. Mes livres, mon brevet d'invention lorsqu'en chercheuse. L'effet sur la langue surprenant du féminin, le fruit d'expérience, n'y a sans jamais me déprendre des hommes. L'écueil, la pauvre poésie, si l'on s'en empare, on lira pour quel avenir, pour quel au-delà de mer. À l'instar du petit orteil, des dents de sagesse, la E muette disparaîtra. Vainement mis, poussé par pur désir, qui trouble, qui remonte, les petites oreilles pivotent, la femelle mère à elle soit, le choix du couvert, les bois plutôt que la prairie. Faut-elle qu'elle se cache? Avant, je trouvais mon droit fil et déchirais, le droit fil, le départ de toutes les déchirures. Dans Ils avaient pris à travers champs, même le chien l'emporte sur la femme ensemble à se promener. Donc, elles avaient pris à travers champs, elle et le chien. Telle terminaison nerveuse mâle. En tout cas, dit la maîtresse, la E de veine est un déguisement. Du plus lointain effluve, tronçon. Le prononcer nécessite une E hallucinée, fantomale. C'est le génie déconcertant. Elle a les yeux salés par la mer. Je les la lèche. Je le fais. L'écriture le fait. Lécher Nina aux yeux pour adoucir le sel. Perd sa neutralité, c'est pas grave. Je la fais. L'écriture la fait. Lécher Nina aux yeux pour adoucir. Crire pour écrire. Crire fut d'abord à l'origine de son expérience linguistique. Cet essai sur le genre, 7 ans ma geste, mon retournement, celui d'Artémis, d'Orphée, elle, Ilvire, se retournant, l'une l'épieur, l'autre la spectre. Que le féminin recouvre, visible et légitime dans la langue, l'usage de ses reines, son troupeau, pour qu'à tout le moins, ma langue soit sauve. Merci. Merci beaucoup Sophie pour cet instant de poésie. Merci à toutes et à tous pour avoir participé à cette émission. Merci Ruby, merci Neige, merci Inès, merci Claude et Léonore, ainsi que Sophie. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour Dialectique. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org